Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence de l'investisseur tortue. Ce soir, le thème que nous aborderons sera l'immobilier, avec les autres piliers que nous avons l'habitude de traiter tout au long de l'année. En particulier, ce soir, nous allons aborder un thème que nombreux d'entre vous connaissent et sur lequel nombreux d'entre vous m'ont posé des questions. Donc, on va attaquer directement avec ce soir une présentation. Ensuite, avant de démarrer, si les personnes présentes ce soir peuvent simplement dans le chat faire un petit message pour indiquer qu'ils entendent bien le son et qu'ils voient bien l'écran. On en profite, on a encore des connectés qui arrivent. Simplement un petit coucou pour me préciser que le son, le micro et l'image fonctionnent bien. Et si cela vous convient, alors on va pouvoir démarrer directement. J'en profite aussi pour faire coucou à tous ceux qui ont posé des questions avant de venir. Merci Steven. J'en profite pour du coup répondre à des premières questions qui m'ont été posées ces derniers jours ou même dernières semaines pour certains. Écoutez, tous ceux qui ont envoyé des mails pour échanger avec moi, j'ai prévu la présentation pour séquentiellement, c'est-à-dire en fonction du chapitre, par chapitre, répondre au maximum de questions qu'on m'avait posées. Donc, si jamais des questions vous restaient, n'hésitez pas, vous pouvez intervenir pendant la démonstration pour ceux qui sont présents. Et ceux qui regarderont le replay, je sais que vous êtes plusieurs, vous êtes excusés, et donc vouloir regarder le replay, vous aurez toujours de toute façon le lien pour me poser vos questions en direct avec les liens habituels pour ceux qui connaissent le format des webinaires. Alors, on va attaquer directement avec donc le thème de ce soir qui sera donc l'immobilier et pourquoi je recommande à la quasi-intégralité de mes clients de posséder de l'immobilier dans son patrimoine. À titre personnel, c'est un outil que j'utilise et qui me sert, on va dire, tous les mois, puisque les loyers en général sont mensuels et puisque je ne fais pas de saisonnier. Mais on évoquera ces sujets-là. Donc, pourquoi aujourd'hui je recommande à quasiment tout le monde d'avoir de l'immobilier dans son patrimoine et sous quelle forme? Alors, on va revenir tout simplement déjà dans la chronologie de ce soir. Ceux qui me connaissent, il y aura un petit peu de redite. Alors, je vais essayer quand même de ne pas trop m'attarder, mais je vais tout simplement vous présenter ma démarche, qui je suis, et quelques retours d'expérience client qui, surtout dans le cas que je vous ai présenté ce soir, on a quelques photos d'une séance qu'on a fait sur Dijon, puisque je suis dijonnais. Donc des traders, des investisseurs à qui j'ai donné des cours de trading et qui sont venus passer quelques jours sur Dijon. Donc dans un deuxième temps, on abordera l'immobilier à proprement parler dans les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans les rouages pointus des cas de chacun, parce qu'il est possible que chacun ait des questions qui lui seront propres. Gardez-les pour la fin, on fera une séance de questions-réponses. Et puis, on terminera dans le troisième et le dernier chapitre par un cas pratique, un cas concret, un des tout derniers qui est en train de se réaliser, donc avec des chiffres actuels et notamment des conditions de crédit actuelles. Alors, déjà pour simplement me présenter, ceux qui me connaissent, eh bien vous le savez, donc je m'appelle Thomas Ducret, je suis dijonnais, ma profession est consultant patrimonial. Ceux qui me connaissent de plus longue date savent que j'ai un goût particulier pour la génération de revenus boursiers, avec des outils qui sont somme toute plus ou moins simples, mais qui en tout cas ne sont pas utilisés par le commun des mortels et par ce que vous propose votre banquier. Et mon parcours, tout simplement, quand j'étais petit, l'anecdote, c'est que je tondais le gazon à la maison pour 30 francs à l'époque. Je raconte souvent cette histoire, mais donc je tondais le gazon pour 30 francs pour financer notamment mes week-ends de karting. Et quand ma mère m'a vu commencer à tondre plus souvent que de raison, elle m'a expliqué que j'allais peut-être me lancer dans l'investissement. Donc j'avais 12 ans à l'époque, j'étais pas haut, mais comme mère, elle a souhaité me présenter une approche de l'investissement par les actions. Et à l'époque, donc France Télécom devenait privé. Donc, on avait l'occasion de mettre la main sur les premières actions de France Télécom. Et bon, ma jeune enfant, ma mère m'a permis de le faire. Et en quelques semaines, j'ai pu récolter en fait l'équivalent de plusieurs semaines de tonte en très peu de temps et sans faire de tonte de gazon. Donc, l'histoire raconte que c'est ça qui m'a donné goût. Ensuite, des études de pharmacien qui m'ont amené à travailler à l'étranger, qui m'ont même amené à posséder, à acquérir mon entreprise, ma pharmacie, avec un associé, une vingtaine d'employés, chose que j'ai coupée ces dernières années pour me consacrer à mes premiers amours, à savoir l'investissement.
Donc, sachez que je suis mon premier client et que mon parcours et ce que je fais inspire du coup les personnes avec qui je travaille. Et c'est ça qui a amené la relation maintenant de formation à l'investissement. Alors, je reviens souvent sur la notion d'investissement et de ne pas le faire dans le vent. Alors, vous voyez, là, on a une belle erreur technique, puisque normalement, si je partage l'écran, il n'y a pas de souci, les images apparaissent. Mais là, vous voyez, bon, bah, ça, c'est les aléas du direct. Il nous manque les deux images qui sont ici, qui sont donc une image de monoplace et une image du Taj Mahal, puisqu'en fait, la plus-value, ou en tout cas le retour sur investissement, j'invite à chaque fois mes clients à transformer ça dans le réel. Et donc moi, mes passions étant le pilotage et le voyage, ça m'a permis notamment de conduire un de mes rêves, à savoir une monoplace, et d'aller voir un des lieux qui me faisait rêver, c'était le Taj Mahal. Et il y en aura d'autres avec le temps. Donc, encore une fois, je reviens rapidement sur mon parcours. Donc, il y a eu pas mal de formations de trading, puisque c'est un peu mes premiers amours, avec des noms que certains connaissent et d'autres moins. Français, américains, européens, à savoir Ernest Riner et Mike Chupka aux États-Unis. Donc, Mark Mayer de la Cretace pour la France, Robert Kiyosaki aussi en américain. C'est-à-dire que j'ai beaucoup investi sur ma formation en termes de trading. Et en France, j'ai surtout obtenu les habilitations qui permettent de pratiquer l'investissement et de le recommander, notamment en étant inscrit à l'ORIAS, ce qui me permet d'être intermédiaire d'assurance ou dans d'autres registres de porter des dossiers bancaires. Donc, bon, les habilitations françaises, on ne va pas s'y attarder pour le moment. Ce qui nous intéresse, ce sont les choses à venir, c'est l'investissement, à proprement parler. Donc, sur les 19 dernières années, il a été question d'investir plus de 730 000 euros de fonds personnels, avec des bons et des mauvais retours. Donc forcément, on va souvent parler des bonnes choses. Donc effectivement, on va avoir des placements rentables. J'ai appris du coup à m'organiser dans les finances. Et puis du coup, il y a cette possibilité de ce que j'appelle liberté d'agenda qui a pu se mettre en place. On parle notamment d'indépendance financière, mais également de pouvoir faire plaisir à ma famille, ma compagne et mes enfants en devenir. Mais ces réussites, ces investissements sont passés par des gamelles. Donc, comme beaucoup, comme nombre d'entre vous, j'ai testé le Forex, investir sur les outils qui sont disponibles compte titre, le PEA. Mais j'avais souvent peu de temps. Mon boulot d'avant, la pharmacie me consommait tout mon agenda. Et je n'avais surtout aucune méthode. Je travaillais mal, ce qui m'a valu d'avoir quelques pertes de plusieurs milliers d'euros, parfois même certaines assez rapidement, qui ont été recouvertes depuis. Et là, vous voyez, donc, erreur technique avec les images. Peut-être qu'il va falloir que je partage mon écran différemment pour que vous voyez les images apparaître proprement. Parce que du coup, les séminaires annuels que j'organise sur Dijon permettent aux investisseurs de venir me rencontrer, mais également entre eux se rencontrer, et ce qui permet notamment de tisser des liens, de ne pas être seul, perdu dans la nature, et puis de se rendre compte qu'on est dans le live. Et donc, en parlant de live, excusez-moi, mais je vais pas laisser les bugs de Power Options. Pardon, excusez-moi, ceux qui connaissent Christian Thierry, je parle de Power Options, je vois que vous êtes là. Excusez-moi, je fais des déformations. Je vais partager mon écran. Ça va aller plus vite. J'ai tenté la fonction chargement d'un PowerPoint, mais oui, c'est pas furieux. Donc, on va simplement reprendre, hop, avec le partage d'écran. Normalement, vous voyez tout bien. Vous voyez, voilà, la monoplace, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je me permets juste, je le rétrécis. Est-ce que tout le monde le lit toujours bien? Vous voyez toujours bien maintenant avec le partage d'écran? Comme ça, au moins, merci Thierry. Comme ça, au moins, on aura les photos, on sera plus tranquille. Donc, du coup, je ne vois plus vos commentaires pendant que je fais la démonstration, mais je reprendrai ensuite. Thierry, d'ailleurs, ok, merci Christian, nickel. Thierry, d'ailleurs, qui est en photo, hein, un grand sourire sur cette photo. Je me vois, tu vois, exactement. Donc voilà, en séminaire en présentiel sur Dijon. Donc Thierry, on est la preuve vivante ce soir, où l'idée est de faire rencontrer des investisseurs, des personnes qui souhaitent avancer et qui souhaitent surtout partager leurs expériences, puisque souvent, en tout cas moi dans mon parcours, ce qui m'a pesé est d'être souvent isolé et de ne pas savoir à qui m'adresser. Donc désormais, il y a un groupe qui se forme, il y a des investisseurs autour de nous.
Et puis pour la petite anecdote, cette journée-là tombait le jour, enfin donc le lendemain, puisque les résultats sont tombés dans la nuit, on était le lendemain des résultats du Brexit. Et les investissements qu'on faisait n'étaient pas désagréables, puisque là, nous sommes à 2 mètres des vignes, à Fissin, à côté de Dijon, un magnifique endroit, pour nous désaltérer grâce aux gains du trading, notamment. Donc, passons du coup maintenant directement à la partie qui nous intéresse, à savoir mettez de l'immobilier dans votre patrimoine, et je précise entre parenthèses, sous toutes ses formes, puisqu'il existe bien sûr plusieurs formes d'immobilier. Je vous propose un rappel sur le cheminement de l'investissement, à savoir, en général, chacun d'entre nous a au moins un compte courant. On a en général ensuite un livret. Ça, c'est, on va dire, la base des tout premiers investissements. Et puis, quand on va vouloir commencer à avancer, on va aller chercher des véhicules d'investissement qui vont légèrement, au fil du temps, davantage immobiliser le capital. Mais on immobilise davantage de capital puisqu'on cherche davantage de rentabilité. Je vous rappelle les 3 piliers d'un investissement. D'un investissement, je dis bien, pas de l'investissement, mais d'un investissement. C'est un équilibre entre 3 pieds, la rentabilité, la sécurité et la disponibilité. Le compte courant est 100% sécure et 100% disponible. Il n'est donc absolument pas rentable. Et si vous montez dans la pyramide et que vous allez chercher donc l'immobilier locatif, notamment, l'immobilier, l'argent par définition, c'est dans le mot, il est immobilisé, donc il est beaucoup moins disponible, donc il doit être plus rentable. Et la sécurité, ça doit être un facteur, une dernière variable. La sécurité dans l'immobilier, c'est, comme vous le connaissez, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et puis, notamment, si c'est dans de l'immobilier locatif, le fait que vous ayez vos locataires. Et on va parler notamment rapidement ce soir des différentes formes d'immobilier. Vous voyez que la progression, ce sont compte courant, livret, donc en général assurance vie, puisque assurance vie, PEL, aujourd'hui, la majorité des Français ont au moins une assurance vie ou un PEL, PEA. Les salariés auront des PE, des plans d'épargne en entreprise. Et l'échelon supplémentaire, supérieur, c'est tout ce qui va tourner autour de l'immobilier, pour faire simple. Pardon. Donc, les différentes formes d'immobilier, pour faire un récap très sommaire, en général, on va parler, donc dans l'ancien, de location nue, c'est-à-dire qu'on va acheter un appartement, le mettre en location, sans aucun contenu, sans meubles, par définition. C'est ce qui se pratique en général le plus. La location meublée, donc ce coup-ci, vous prenez un appartement nu, mais vous le meublez. Il y a des règles pour cela, pour entrer dans la catégorie de location meublée. Ça se pratique évidemment également dans le neuf. La location nue se pratique bien sûr dans le neuf, mais en général, c'est ce qu'on retrouve dans l'ancien. Et puis un autre chapitre très célèbre qui a été rendu célèbre notamment ces toutes dernières années, c'est la location saisonnière. Donc là, vous avez par exemple un appartement meublé, il n'y a plus qu'à mettre la clé dedans, et des vacanciers, des gens de passage vont pouvoir venir un jour, 3 jours, une semaine. Typiquement, c'est l'appart à la montagne, le chalet à la montagne ou l'appartement dans Paris pour les touristes. Donc voici en général les formes d'immobilier dans l'ancien les plus connues, même si elles se pratiquent évidemment aussi dans le neuf. Mais j'ai tenu à distinguer le neuf puisqu'en général, on va aller investir dans du neuf pour la partie défiscalisante de cet investissement. Quels sont les noms les plus connus de l'immobilier défiscalisant? Vous avez eu ces dernières années le Cellier, le Duflot, actuellement c'est le Pinel. J'aurais pu mentionner d'ailleurs ce qu'on appelle le LMNP, le loueur meublé non professionnel, qui est un statut qui permet notamment de faire de la location meublée avec un statut particulier et également de bénéficier d'une part de défiscalisation. Et le troisième chapitre de l'immobilier qui, malgré que ce soit un placement financier, on l'appelle la pierre papier, ce sont les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, qui sont actuellement un placement en France qui a fortement la vogue et a raison. Si vous sélectionnez bien la société sur laquelle vous allez investir, vous pouvez avoir aujourd'hui de très très bons retours, une très très bonne liquidité, fluidité de votre argent, sans tous les désagréments de la location et de la gestion de vos locataires. J'ai précisé qu'il y aurait une conférence dédiée au SCPI pour ceux qui connaissent. Je sais que ce soir, il y a des intéressés. En tout cas, je sais que ce soir, il y a des connaisseurs présents avec nous. Mais on fera sous le format de ce qu'on fait ce soir, on fera
une conférence dédiée. Pour ce soir, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous présenter les raisons de l'approche de l'immobilier. Qu'est-ce qui fait que c'est un placement qui est toujours très favorisé, notamment par les Français? Je ne vais pas parler des autres pays. C'est notamment que aujourd'hui, il y a une incertitude réelle sur le financement de nos retraites. Donc, autant on va parler d'une manière évidente du patrimoine, du capital, mais de façon plus insidieuse, plus profonde, je dirais, il y a une vraie incertitude sur les retraites. Donc, il y a un énorme regain d'intérêt pour l'immobilier pour être sûr, une fois en retraite, de continuer de toucher une rente, des loyers, un salaire qui, avec une décote, quand vous partez en retraite, votre salaire, vous faites une décote d'à peu près 75% pour un libéral, on va dire 50% pour un fonctionnaire, pour faire très très simple, et je rentre pas dans les détails, mais retenez qu'au mieux, vous allez perdre la moitié de votre salaire, au pire, vous allez en perdre les trois quarts, donc il faut le reconstituer d'une manière ou d'une autre. Et l'immobilier est un vecteur très simple et très efficace d'une génération de revenus complémentaires. Donc le graphique pour la démonstration montre qu'il y a un vrai déficit de financement des retraites et qu'il faut donc considérer de se créer nos retraites nous-mêmes. Pourquoi donc maintenant l'immobilier? Je reviens sur ce que beaucoup de personnes mettent en premier lieu en avant, mais j'ai tenu à mettre l'onglet retraite en premier. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'inflation, l'évolution des prix fait que la pierre a historiquement été un placement fort, puissant et efficace. Je vous ai cherché différents types de graphiques et différentes, on va dire, différentes indexations, notamment par rapport à l'inflation. Alors, le problème avec les données de l'immobilier en France, c'est qu'avant la Seconde Guerre, vous n'avez pas grand-chose. On a des graphiques qui remontent à la fin de la période napoléonienne. Alors, pas le 3, excusez-moi si je suis mauvais en histoire, mais c'est 1820 ou 30. J'ai retrouvé des documents qui partaient de là. Bon, c'est pas très très lisible. Retenez tout simplement la courbe bleue, la courbe des logements en France. La règle, à peu près, c'est de se dire que l'immobilier double de valeur tous les 15 ans, avec des phases de plateau, comme on l'a connu à la fin des années 1900, mais des phases de forte accélération, donc pour parler au lendemain de la Seconde Guerre, où les 15 années qui ont précédé 2008, enfin le créneau de 15 années qui a précédé 2008 a connu une forte accélération. 2008 est passé par là, et pourtant les prix qui ont consolidé sont actuellement repartis sur une tendance stable, voire même à nouveau haussière. Donc même celui qui a vécu 2008, finalement n'a pas souffert. À titre personnel, je vais vous donner un exemple. J'ai acquis récemment un immeuble qui avait été acquis précédemment par les propriétaires en 2001, et je l'ai acquis pour quasiment le double de ce que eux l'avaient payé il y a 15 ans, et on était tout à fait dans les prix, voire même un petit peu en dessous du marché, ce qui veut bien dire que eux, sur 15 ans, ils ont pris la crise de 2008, mais l'emplacement, et ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, eux, ils ont fait x2 sur leur placement immobilier, ce qui, encore une fois, respecte la règle. Donc là, on était sur la France, et je me suis permis de faire un rapide récap sur le monde. Bon, sur les graphiques qu'on trouve ici, vous voyez qu'il y a des pays qui boostent beaucoup plus que d'autres. La moyenne étant, on va dire, grosso modo, que c'est la France qui est un petit peu en retard par rapport à la moyenne. Vous voyez que la courbe bleue est la moyenne et la France est un petit peu en dessous, même si on est plusieurs visiblement un petit peu en dessut. Les États-Unis étant en dessous de nous, mais ils se sont pris une grande claque en 2008, il faut dire. Donc la tendance est là, il y a du tangible. On sait que intrinsèquement, c'est un rempart, la pierre est un rempart à l'érosion des prix. Alors là, on va entrer par contre dans un tout petit peu de mécanique, mais c'est aussi simple que ça en a l'air. Le levier du financement. Pourquoi l'immobilier est un placement puissant? C'est notamment grâce au levier du financement. Je m'explique. Admettons que vous mettiez 90 € par mois de côté. Première possibilité, première proposition, vous les mettez sous le matelas, vous les mettez au coffre. Pendant 20 ans, 90 € par mois. Au bout de 20 ans, vous aurez mis dans votre coffre, sous votre matelas, 21 600 €. Ces mêmes 90 € par mois, vous les mettez sur un compte livret, alors à 2%, excusez-moi d'être extra optimiste, puisque aujourd'hui le livret A c'est 0,75. Donc on va dire 2%, c'est le contrat d'assurance vie de base, standard, le fonds euro à 2%.
On verra dans 20 ans si c'est toujours 2%. Placer aujourd'hui 90 euros chaque mois à 2% vous amène un capital de 26 481, ce qui est beaucoup plus intéressant puisqu'on va faire pas du 50 mais à peu près du 30 à 40% supplémentaire. Et si vous placez 90 euros par mois sur de l'immobilier, donc là on a pris la base, par exemple un placement à 5% immobilier, ce qui n'est ni agressif, ni déconnant, ni en dessous de la réalité, on prend juste par exemple 5%, ce qui est la rentabilité moyenne actuellement des SCPI pour information, et que vous faites un financement, c'est-à-dire par exemple, vous allez avoir des mensualités de 180 euros, et puis vous allez toucher par exemple 90 euros, donc il vous restera 90 euros de votre poche chaque mois. Si vous placez 90 euros de cette façon-là, en allant chercher du levier, vous allez assez facilement mettre la main sur des capitaux qui vont se démultiplier. Donc là, excusez-moi si la mécanique m'échappe, mais on est sur un placement qui donc fait du 5%. On a financé 50 000 euros. Je n'ai pas la mensualité en tête de ce que ça donne de financer 50 000 euros sur 20 ans. Retenez tout simplement que la mensualité moins les loyers que va vous donner ce placement pendant tout ce temps, vous allez en être de votre poche de 90 euros, mais à la fin de ce financement, vous allez financer une somme 2 fois supérieure à celle du placement de base à 2% qu'on a vu, et surtout, le placement qui, lui, immobilier, est plus intéressant que vos livrets ou que le fonds euro de l'assurance vie, donc on va dire peut-être 5%. À titre de comparaison, l'immeuble que j'ai acheté a une rentabilité brute, j'entends brute, de 12%. Donc une fois que j'ai enlevé toute la fiscalité et autres, on retombe à peu près dans les 9, 9,5. Dans le 9, en général, on est plutôt vers 3,5, 4. Et dans l'ancien, c'est pas déconnant de trouver du 5, 6, 7%. Donc, le postulat de 5%, utilisez-le simplement pour l'exemple. En tout cas, vous voyez bien qu'en allant chercher le levier du financement, on va aller chercher à terme des revenus beaucoup plus intéressants que de placer votre trésorerie sur un livret qui va vous donner du 2% d'intérêt par an. Donc là, vous voyez que le ratio a été totalement démultiplié. Du côté des revenus, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier du financement. Alors, simple mécanique, ne nous énervons pas avec les assurances, le détail des crédits, on aura l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez. Moi, ce que je veux surtout vous mettre en avant, c'est que par financement, j'entends toujours 2 formes de financement. Alors, encore une fois, mes graphiques sont discutables, il y a différentes formes de placement, mais on va dire les 2 grandes familles qui ressortent sont, dans l'ancien, on va en général chercher à faire de l'autofinancement, c'est-à-dire que les loyers vont largement couvrir les mensualités, ce qui veut dire que vous allez être en bénéfice foncier, et qui dit bénéfice dit fiscalité. À l'inverse, dans le neuf, en général, comme tout ce qui est neuf est plus cher, il est plus délicat d'obtenir des loyers. Et en plus, dans le neuf, j'ai fait la remarque tout à l'heure, en général, on utilise la réduction fiscale. Donc, on va même considérer les loyers plus la réduction fiscale. En général, c'est difficile de les faire égaliser le montant de la mensualité, puisque ce que vous achetez à la base est plus cher de fait, puisqu'il est neuf. Donc, ça veut dire que si vous voulez que mensualité égale loyer, il faut en général, dans le neuf, il faut souvent faire un apport. Mais en fiscalité, l'intérêt, c'est que du coup, vous allez payer plus que ce que vous ne gagnez, et donc vous allez pouvoir défiscaliser plus de choses. Et en général, la fiscalité du neuf est plus intéressante que ce que vous allez payer dans l'ancien. Parce que ce qu'on oublie dans l'ancien, par exemple, c'est que pour chaque somme gagnée, vous allez devoir payer une fiscalité. En général, les gens maîtrisent mal la fiscalité des revenus fonciers. Je vais y revenir tout à l'heure, mais retenez bien que tout bénéfice entraîne une fiscalité et tout déficit entraîne un allègement, un adoucissement de la fiscalité. En parlant de fiscalité, tout simplement, retenez, et je l'ai encore découvert ce week-end avec un client, retenez qu'il y a une feuille CERFA dédiée à la déclaration des revenus fonciers, c'est celle qu'on appelle la 2044, pour toutes les personnes qui font une déclaration réelle de leurs revenus fonciers. Et puisque maintenant tout se fait par Internet, quand elle est remplie, complète et validée, elle se reporte normalement automatiquement sur la déclaration de vos revenus, donc les revenus du travail,
qui est la déclaration de la feuille CERFA standard, la 2042, et vous regarderez dans la déclaration de vos revenus, dans la section 4, c'est la section des revenus fonciers. Donc quand vous remplissez une 2044, maintenant sur Internet, le lien se fait automatiquement entre les deux. Et si vous n'avez pas de 2044 à remplir, c'est que normalement vous avez pris notamment ce qu'on appelle le régime du micro-foncier. Donc on ne va pas faire un cours sur la fiscalité complète ce soir, mais retenez bien qu'il y a deux approches qui existent, à savoir je déclare simplement mes recettes et je bénéficie du régime micro-foncier. Donc on va ensuite appliquer un abattement qui est forfaitaire, ou alors vous faites une déclaration réelle, détaillée, et là vous devrez utiliser la déclaration 2044. Alors, pour ce soir, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est un cas réel d'une jeune femme, une jeune cadre, qu'on appellera encore une fois Andorra, puisque j'ai décidé d'appeler toutes mes clientes Andorra pour les cas concrets que je vous présente à distance. J'ai lancé un sondage rapide avec certains d'entre vous et on valide, je crois, Norbert pour le prénom masculin. Donc, cette chère et tendre Andorra, qui la dernière fois avait été étudiée sur l'analyse de ses finances personnelles, aujourd'hui, elle vient à moi avec une demande, celle de partir dans l'immobilier et donc réaliser un premier investissement. Donc là, dans le cas de cette personne, c'est un premier investissement immobilier. Elle n'en a pas fait à ce jour. Donc, ceux qui connaissent la démarche d'analyse des finances personnelles, que je vous ai détaillée il y a 2 mois maintenant dans une précédente conférence, que vous retrouvez d'ailleurs dans la page des replays, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue, cette personne, cet été, est venue vers moi. Et donc, j'ai analysé sa situation. Donc, maintenant, vous la connaissez, le cash flow. Chaque fin de mois, cette personne garde, après toutes ses dépenses de vie normales, sa fiscalité et ses dépenses de confort, il lui reste encore l'équivalent de 354,77 € chaque mois. Premier point positif, son cash flow est positif, il lui reste des sous à la fin du mois. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, je l'observe maintenant fréquemment. Et elle avait un patrimoine net, c'est-à-dire ses possessions, ce qu'elle a, moins ses crédits, ce qu'elle doit. Elle avait un patrimoine net négatif. Alors vous allez me dire comment on fait pour avoir un patrimoine net négatif. C'est très simple. Dans mon calcul du patrimoine net, j'enlève la maison et la maison et la voiture, ou en tout cas les choses dont vous ne voulez pas vous séparer, puisqu'en général c'est tel que vous avez financé à crédit, et que si vous êtes en défaut de paiement, vous êtes obligé de vendre la maison, comme c'est malheureusement arrivé à des personnes que je connais encore récemment. Ils ont dû vendre la maison pour finir de s'en sortir, ou alors revendre la voiture, puisque le crédit voiture vous coûte trop cher. Là, dans le cas de cette jeune fille, c'est son crédit voiture qui lui coûte cher. Elle a acheté une voiture qu'elle a fait financer, et donc le crédit et le prix actuel de sa voiture fait que le crédit est bien supérieur à la voiture, et donc elle a un patrimoine net négatif. Quand on part de ce postulat-là, j'analyse un tout petit peu davantage la situation et je vérifie certains ratios, à savoir déjà son épargne de précaution. Est-ce que, avant de faire un investissement, quel qu'il soit, immobilier ou même un placement financier, est-ce que vous avez de l'épargne de précaution? Qu'est-ce que je considère comme étant de l'épargne de précaution? Eh bien, je prends le montant de vos dépenses, on le multiplie par 4, et si vous n'avez pas 4 mois de dépenses devant vous, alors ne considérez même pas de commencer à faire des investissements. Mettez déjà au chaud 4 mois de dépenses. Dans son cas, on avait déjà 5 mois de dépenses clairement identifiées, clairement mis au chaud. On peut avancer. Quel était son retour sur investissement? Elle l'avait comme placement uniquement des livrets et son PEL. Donc la rentabilité moyenne de ces placements oscillait autour des 1%. Là, il est clair que quand on a des sous et qu'on les place à moins de 1%, même si l'inflation actuellement est en dessous de ces seuils, placer son argent à 1% aujourd'hui, c'est une erreur. Il faut aller chercher plus. Il est assez simple de placer son argent à 4, 5, 6% actuellement. Donc, je lui ai préconisé de simplement optimiser son retour sur investissement. Et sa fiscalité, je la calcule, donc je calcule sa fiscalité globale. Là, on n'est pas en train de parler de ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, donc l'impôt par répartition, par tranche. Donc la tranche maintenant à 14, 30, 41 et 45 pour les plus hauts revenus. Je prends l'intégralité des impôts qu'elle paye dans une année et je les divise
par l'intégralité de ses revenus. Cette personne était fiscalisée à hauteur d'environ 12% de ses revenus, ce qui n'est pas très élevé, mais qui reste supérieur à 10%. Tout ce qui est supérieur à 10%, il est assez facile de l'optimiser selon le cas de chacun, selon les montants. Il faut s'organiser, il y a des dispositions. Si ce sont des montants relativement modestes, on peut facilement l'intégrer. Si ce sont de forts montants, il faut prendre des dispositions plus importantes ou faire des placements plus importants, quitte à même aller jusqu'à s'organiser en société. Clin d'œil à ceux qui se reconnaîtront. Donc, la recommandation pour cette personne, ça n'a pas été de lui faire un investissement immobilier dans l'ancien, mais dans le neuf, et de partir sur de l'immobilier locatif, donc défiscalisant. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que la rentabilité moyenne actuelle dans l'immobilier défiscalisant, donc un Pinel, est en moyenne 3,5%, donc sans inclure la réduction fiscale, j'entends. On allait chercher la réduction d'impôt dans la recommandation, puisque l'objectif était de la faire tomber à 5% de fiscalité. Et puis, pourquoi également partir sur ce genre de montage-là? En fait, c'est parce que c'est très simple également à mettre en œuvre. En quelques heures, il faut 6 ou 7 heures pour mettre en place ce genre de placement. Et cette personne n'a pas le temps, avec son travail, de s'occuper de chercher un bien pour elle. Donc, le topo était vite fait, était tout simple. Dans le cas de cette personne, il valait mieux partir sur un projet simple, rentable, qui avait l'impact d'imposition qu'elle savait efficace, puisqu'elle avait déjà fait ses recherches de son côté. Donc, elle voulait réduire son imposition. Et puis que, de toute façon, elle ne sait pas chercher un bien immobilier. Elle sait que je peux l'aider à en trouver un, mais ce n'était pas encore sa démarche. Donc, elle n'avait pas le temps. Elle ne voulait pas se lancer dans une démarche compliquée. Donc, simple, efficace, immobilier, le locatif de défiscalisation. Alors, je reviens un petit peu quand même sur le pourquoi cette recommandation en particulier. On parlait de rentabilité. De quel genre de rentabilité sommes-nous en train de parler? Pour faire simple, en faisant le calcul brut, je prends les loyers et je les divise par le montant de ce que j'achète, on a ce qu'on appelle la rentabilité brute. La rentabilité brute de ce genre d'appartement dans le neuf, je vous ai dit, elle oscille à peu près dans les 3,5%. C'est la moyenne actuellement. Là, vous voyez que je vous affiche une rentabilité de l'ordre de 26%. Alors, 26%, je ne les sors pas d'un chapeau. On va voir dans le détail pourquoi on arrive à ce chiffre. Quand on fait de l'immobilier de défisc, comme on dit, vous allez utiliser la réduction fiscale et surtout la puissance du financement. C'est-à-dire, comme dans l'exemple précédent, peut-être que les mensualités seront de 180 €, mais grâce au loyer et à la réduction fiscale, ils seront plus que de 90 €. Donc, effectivement, sur la table, vous ne mettez que 90. Donc, c'est assez facile de démultiplier la rentabilité d'un placement, puisque vous allez le voir dans la mécanique du calcul, c'est l'argent des autres qui va payer et pas vous. Donc oui, on peut aller chercher des rentabilités à 2 chiffres et pas les 2 chiffres, pas les petits, dans ce genre de projet. Et ça, c'est grâce notamment au taux bas actuellement. Merci. Il faut quand même dire merci quelque part à cette crise. On lui a bien tapé sur le dos, mais à l'arrivée, les financements, et je ne vais pas rentrer dans les détails de la mécanique des taux d'intérêt et les banques centrales, mais actuellement, il y a une opportunité historique de se positionner sur de l'emprunt. Alors, je reviens sur le côté qu'elle n'avait pas le temps de chercher un appartement. Ça a été, en tout cas pour elle, ça a été un réel ingrédient. Je ne veux pas chercher, je ne veux pas prendre le temps, je ne sais pas négocier, je veux y aller doucement. Ok. Et un ingrédient qui l'avait même motivé à venir me retrouver était notamment la question des impôts. Et c'est parce qu'elle n'osait pas faire ce genre de démarche qu'elle m'a dit je ne sais pas faire, est-ce que tu peux m'expliquer? Ok. On est parti dans une explication ensemble et on est parti sur ce genre de projet. Petit rappel quand même sur la notion d'impôt, puisque je me suis rendu compte encore récemment qu'il y avait une mésentente sur les revenus fonciers chez certains. Les revenus fonciers en France sont parmi les revenus qui sont, on va dire, les plus taxés, surtout pour les personnes qui ont des hauts revenus. Je m'explique. Comment calcule-t-on la fiscalité, les impôts sur vos revenus fonciers? En France, vous allez remplir progressivement les barèmes de l'impôt, c'est-à-dire que vous allez remplir de 0 à 9 000 €, donc pour quelqu'un de célibataire, de 0 à 9 000 €, vous ne paierez pas d'impôt.
tout ce qui va dépasser 9 000 euros, vous allez être fiscalisé à 14%. Excusez-moi le trou de mémoire si je dis une bêtise en direct, on va me disputer, mais il me semble que la prochaine tranche est à 27 000 euros. Et que donc à partir de 27 000 euros de revenus, vous entrez dans la tranche à 30%, et ainsi de suite. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, je crois que la prochaine est à 54. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais donc, vous remplissez progressivement le barème de l'impôt, et bien les revenus fonciers viennent compléter ce remplissage des tranches d'imposition, et donc l'administration fiscale considère que vos revenus fonciers sont fiscalisés en premier lieu à votre TMI, votre tranche marginale, votre taux marginal d'imposition. Mais c'est pas fini, comme disait la pub, on ajoute là-dessus les cotisations sociales, CSG, CRDS, donc la cotisation sociale générale et la contribution à la réduction de la dette sociale, CRDS. C'est-à-dire que vous participez dans une belle partie de vos transactions générales à l'effort de solidarité en France. 30% entre 26 000 et 71 000. Merci Christian. Merci Christian, 71 000. Donc, c'est un petit peu perché d'aller taper dans les impôts du haut, mais vous comprenez qu'on peut quand même les toucher, surtout quand on est un couple. Après, donc, il y a le quotient familial qui vient se calculer. Mais retenez donc bien, merci Christian pour la précision chiffrée, détaillée. Retenez bien que si vous êtes dans une tranche d'imposition, donc la tranche marginale, la tranche la plus élevée dans laquelle vous avez vos revenus, admettons la TMI à 30%, ce qui est somme toute ce qui concerne toutes les personnes qui touchent entre 2 et 4 000 euros par mois. Vous allez donc avoir une TMI à 30%, donc vos impôts fonciers vont être taxés à 30%, plus les cotisations sociales, donc tous vos bénéfices fonciers seront taxés à 45,5%. Je dis bien vos bénéfices fonciers. Donc comprenez que quelqu'un qui ne paye pas d'impôts ou qui est dans une faible TMI, celle à 14%, lui, il est fiscalisé à moins de 30%. À l'inverse, parmi mes clients, ceux qui ont la tranche marginale d'imposition à 45%, eux, ils prennent 60,5% de fiscalité sur leurs bénéfices fonciers. On est dans le domaine du confiscatoire. Il ne faut pas s'y prendre comme ça, il faut s'organiser différemment. Donc c'est pour ça que je reviens sur cette notion de fiscalité des revenus fonciers. Elle est importante à comprendre, elle est somme toute assez simple, mais elle dépend du cas de chacun, puisqu'elle dépend de votre tranche marginale d'imposition. Je referme la parenthèse de la fiscalité et on entre dans le dur, assez simplement, le financement. Eh bien, le financement d'un projet comme celui-ci, puisque l'idée c'est de vous expliquer pourquoi c'est rentable de cette manière-là. Donc j'ai pris le financement d'un appartement. Donc c'est un cas réel, ce sont des chiffres réels. Un appartement dans le sud de la France, comme disent les Anglais, location, 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 très beau bord de mer, endroit connu, 134 000 euros pour l'appartement, des frais d'acte, donc les frais de notaire comme on les appelle. Ceux qui sont matheux vont se rendre compte que les frais de notaire ne sont pas très élevés en proportion, puisque là, les frais de notaire sont à peu près 2,7%, ce qui est bien en dessous des 7 ou 8% actuellement pratiqués, puisqu'il faut savoir que dans les programmes neufs, les frais de notaire sont mutualisés. C'est-à-dire qu'un seul notaire fait plein d'appartements d'un coup, donc ces frais sont bien plus faibles et ils sont, encore une fois, ils sont légiférés et ils sont plutôt de l'ordre de 2,5. Donc vous payez très peu de frais de notaire, dans les biens neufs. Là, si on avait dû faire 7%, vous multipliez le chiffre que vous avez devant vous par 3 et vous avez les frais de notaire normaux que vous auriez dû payer si vous l'aviez fait dans l'ancien. Les frais de garantie bancaire, alors là, excusez-moi l'abus de langage, il y a frais de garantie bancaire et frais de dossier compris dedans. Et puis les loyers bruts. Les loyers dont on sait qu'ils seront pratiqués, puisqu'on est dans le neuf, c'est pas encore loué, mais c'est l'étude qui est mise en place, puisque dans l'immobilier de défiscalisation, les loyers sont bornés, puisqu'ils s'adressent à des personnes qui n'ont pas des revenus trop élevés. Donc les loyers sont faciles à connaître d'avance. Un investissement de l'ordre de 140 000 euros, j'arrondis, 140 047, 140 000 euros, une mensualité de prêt de 621 euros, donc c'est un TAEG, un taux effectif global de 2,40. Le taux nominal de ce prêt était de 1,80. On allait financer là donc 110% du prêt.
on a financé donc ce qu'on appelle un prêt à 110%, acte en main, c'est-à-dire immobilier plus tous les frais afférents. On part sur une durée de 25 ans, ce qui nous permet donc d'avoir une mensualité, je reviens sur la mensualité de 620 €, des loyers nets. Donc là, on va enlever des loyers, tous les frais afférents, les frais de gestion, les assurances, la taxe foncière, les frais de copropriété. On va estimer tout ça à l'avance, donc on va dégrader les loyers d'à peu près 25%. Ça fait une participation finale de l'ordre de 298 € pour l'investisseur. Grosso modo, la moitié de la mensualité. Jusque-là, c'est comme toute forme d'immobilier. On ajoute, puisqu'on est dans le neuf et en défisc. Défisc, le mot est pas très beau, mais il faut appeler un chat un chat. On calcule le montant de la défiscalisation sur le montant de l'appartement plus les frais de notaire. Donc là, on va avoir notamment avec la loi Pinel 2 phases. La loi Pinel permet de défiscaliser sur 12 ans maximum. Pendant les 9 premières années, on peut défiscaliser 2% par an, et pendant les 3 dernières années, 1% par an, ce qui fait bien 21% de réduction sur 12 ans au global. Donc là, 137 000 €, 21%, ça nous donne 28 840. Les 9 premières années, on aura donc une réduction de 2 700 € d'impôts par an, soit pour ceux qui sont mensualisés, et je vous invite à le faire, c'est assez pratique pour ceux qui n'y seraient pas encore, soit une réduction mensuelle de 228 € de vos impôts sur les 9 premières années, et puis uniquement plus que de 114 € les 3 années suivantes. Ce qui fait que, à l'arrivée, vous allez avoir les 9 premières années la mensualité qui ne bouge pas, un loyer net de 322 €, une économie d'impôt de 228, en fait, vous en êtes de votre poche de 70 €. C'est là qu'on commence à se rendre compte que ça coûte pas cher d'acheter un appartement, même dans le neuf. Pourquoi? Parce que les taux aujourd'hui sont bas. C'est très intéressant, il devient très intéressant de considérer l'achat dans le neuf plutôt que l'achat dans l'ancien avec toutes les complications qui vont avec, à savoir notamment la partie entretien. Là, vous êtes dans du neuf, il y a beaucoup moins d'entretien. La cliente voulait du simple. Ce matin, j'étais avec un client qui voulait lui acquérir un immeuble et on avait provisionné 40 000 € de travaux qu'il allait faire, mais lui, il voulait mettre la main à la pâte. Là, c'est une personne qui ne veut pas mettre la main à la pâte, elle veut simplement se lancer dans l'investissement. Donc, réduction d'impôt incluse, c'est un appartement qui va lui coûter, en arrondissant, 70 € par mois. Les 3 années suivantes, donc après les 9 premières années, la mensualité ne bouge pas, mais les loyers vont gentiment se réévaluer. Alors, de combien vont-ils se réévaluer? Ça, on ne le sait pas à l'avance, bien sûr. Mais on est parti là dans le cas présent d'un postulat à 1% ou 1,5%, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. On réévalue les loyers de 1% par an, ce qui est ni optimiste ni pessimiste, c'est un postulat. L'économie d'impôt, elle, a diminué de moitié, et on se retrouve du coup avec un effort mensuel de 136 €. Puis, une fois que la réduction fiscale est passée, là on prend les loyers qui grimpent encore un petit peu, mais somme toute, l'appartement, au bout de 12 ans, nous coûte quand même encore 234 €, mais quelque part, il ne nous coûte que 234 €. Si je fais une moyenne de ces participations sur les 12 premières années, ça fait une participation d'un investisseur de 86 €. Alors, ça sera un petit peu plus, ce sera un petit peu moins, ça fluctuera en fonction de quoi? En fonction de la taxe foncière réelle, qui sera effectivement observée dans le projet. Retenez que les taxes foncières sont à moitié exonérées, sont réduites de moitié dans le neuf, les 2 premières années. Et puis les frais de copropriété qu'on ne connaît pas à l'avance, puisqu'ils seront votés quand le bien sera livré. C'est-à-dire qu'en général, là, vous achetez avec quelques mois d'avance, et quand il est livré, l'Assemblée générale détermine les frais de copropriété. Donc on les provisionne nous, mais on peut peut-être se tromper d'une vingtaine, d'une trentaine d'euros à définir. Donc ça, c'est la vraie marge de manœuvre. Et donc le calcul, pour faire de l'immobilier, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait de l'immobilier? On cherche de la renta ou on cherche du capital? Donc, renta ou revente, puisque le capital, c'est la revente. Faisons un calcul simple à 12 ans. Admettons, donc pareil, postulat, admettons que le bien immobilier se réévalue de 2% par an pendant 12 ans, ce qui fait comme s'il prenait à peu près 27%. Je vous ai dit que l'immobilier doublait tous les 15 ans. Là, on est à 12 ans et on est parti sur 27% uniquement.
C'est déjà pas très engageant, mais admettons, c'est un postulat. Dans 12 ans, le crédit n'est pas terminé. Il reste 83 181 euros de crédit à rembourser. Si je vends l'appartement et que je solde le crédit, c'est une simple soustraction, il me reste 86 783 euros. Question, dans 12 ans, est-ce que je revends ou est-ce que je paye du coup les 200 euros d'effort qu'il me reste à faire? Ça reste un appartement bien situé, qu'on peut louer maintenant en dehors de la loi de défiscalisation, donc on peut les louer absolument comme on veut, donc on peut augmenter les loyers. Mais surtout, retenez qu'on a mis 86 euros par mois de côté. Donc 86 euros par mois pendant 12 ans, ça fait 12 431 euros. Donc tout l'enjeu d'un montage immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, c'est la location. Il faut qu'il soit loué. Et comment on s'assure qu'un bien est loué? Eh bien, on trouve un bien situé favorablement et on trouve surtout un bien qui donne envie d'être loué. Fin de l'histoire. Vous n'allez pas louer une bicoque, vous allez louer des appartements propres, vous allez louer un immeuble que vous allez retaper pour faire venir des locataires. Donc là, pour le cas présent, la participation est de 12 431 euros. Donc je compare ça avec de l'épargne financière, parce que maintenant qu'on a dit ça, on va comparer la rentabilité. Si j'épargne 86 euros chaque mois pendant 144 mois, donc pendant 12 ans, sur mon livret A, je me constitue un capital de 13 000 euros, soit quasiment 7 fois moins. En plus, c'est bien parce que le livret A, on peut aller jusqu'à 22 000 euros. Donc pendant 12 ans, vous pouvez, sans toucher le plafond du livret A, vous constituer une magnifique épargne de 13 000 euros. Ou alors, si j'épargne 86 euros chaque mois pendant 12 ans, donc pour réaliser l'équivalent des 86 000 euros que je viens de faire en revendant mon appartement, il faudrait que je les place à 26%. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un placement. La rentabilité de ce placement est de 26%. C'est par rapport à ce que vous mettez effectivement sur la table pendant 12 ans. Alors certains vont dire oui, mais alors c'est pendant 12 ans. Oui, mais est-ce que justement la comparaison avec le livret vous montre précisément que vous n'avez pas la liquidité là sous la main, mais vous avez 7 fois plus? C'est là l'impact, l'efficacité du financement. Alors je me suis amusé parce que je sais que certains vont l'avoir pensé, alors j'ai pris les devants. Je me suis amusé à ne pratiquer aucune revalorisation sur ce projet. C'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, on revend l'appartement le prix qu'on l'a acheté. Et là, je vous prie de me croire, vous ne faites pas vraiment une affaire. Parce que si vous le revendez dans 12 ans le prix que vous l'avez acheté, soit vous l'avez acheté horriblement cher au départ, soit il s'est passé quelque chose de grave. Mais quand bien même, vous ne faites aucune plus-value, vous le revendez le prix que vous l'avez acheté, la participation est toujours de 12 000 euros, il ne vous reste plus que, désormais, 50 000 euros, vous mettez toujours 86 euros de côté, mais vous vous constituez 50 000 euros au lieu des 80. Donc, ça veut dire que là, ce coup-ci, si vous faisiez ça sur le livret A, ah ben non, en fait, non, sur le livret A, ça reste toujours moins. Hein. Donc, même si vous revendez votre appartement le prix que vous l'avez acheté, ça vaut encore 4 fois plus le coup d'aller faire de l'immobilier avec un crédit plutôt que de faire du placement en livret A, ou on aurait pu le faire en assurance vie. J'aurais pu prendre l'exemple de l'assurance vie, on peut s'amuser. Mais là, j'ai pas fait les imprimes écran, mais je pourrais vous le faire si ça vous intéresse. Donc du coup, ça revient à faire un placement à quel taux? Eh ben, on est sur un placement à 19%. Même si on le revend dans 12 ans, sans gagner d'argent sur l'appartement, juste en remboursant du crédit. Et c'est là toute la puissance de l'immobilier. Si vous deviez retenir une chose ce soir pour l'immobilier, c'est le remboursement de capital, utiliser l'argent des autres. Je sais que ceux qui sont là ce soir comprennent bien ce phénomène. Alors, je me suis permis, j'ai fait un petit récap à 3 ans avec cette personne, puisque je lui ai proposé de voir à 3 ans. Pourquoi 3 ans? Je vais vous le dire tout simplement parce que dans l'ancien, 3 ans, c'est le temps moyen qu'il vous faut pour rembourser les frais de notaire. Et puis 3 ans, c'est le temps minimum que vous devez détenir des parts de SCPI. Donc pour comparer ce qui est comparable, je me suis dit, on va se mettre à 3 ans. Ça va nous permettre d'avancer un peu. Le cash flow de cette investisseuse a augmenté. Pourquoi? Parce que son immobilier lui coûte 70 euros par mois. On est dans la première phase, on est dans les 70 euros. Donc on abîme le cash flow de 70 euros. Mais tout en la suivant régulièrement, je sais, et en réallouant son capital, en utilisant son épargne, on va aller rembourser ces 2 crédits conso. Donc on va lui redonner très rapidement de l'oxygène
et on va même lui redonner en fait 164 € d'oxygène par mois dès que possible, puisqu'on est déjà en train de récupérer un peu là les crédits actuels. Donc c'est-à-dire que cette personne, en réallouant simplement son capital, elle empruntait de l'argent avec son crédit conso, elle en avait deux, un à 6 et l'autre à 7%. Elle emprunte son argent à 7%, entre 6 et 7%. Et là maintenant, on lui fait placer à 26% en faisant de la défiscalisation, même si ça lui coûte un peu de sous chaque mois, en repositionnant son épargne, son patrimoine, on arrive à lui faire augmenter son cash flow chaque mois. Et son patrimoine net, donc à 3 ans, c'est le patrimoine de son immobilier qui se rembourse chaque mois, moins le patrimoine qu'elle a dû mettre sur la table pour rembourser ses crédits. Et bien malgré tout ça, en 3 ans, on va augmenter son capital d'environ 16 000 €. Et je dis environ puisque c'est libre interprétation de la valeur de l'immobilier à ce moment-là. Mais si on prend le tableau d'amortissement, encore une fois, je l'ai souligné en bas, si on prend le tableau d'amortissement, on va lui amortir un peu plus de 15 000 € avec son crédit en 3 ans. Donc, ces nouveaux chiffres prennent en considération le fait qu'on s'est suivi régulièrement pour piloter le dispatch de ses finances, comme je vous ai montré dans l'analyse des finances personnelles. Elle rembourse 370 € de capital chaque mois grâce à son crédit. Elle découvre simplement l'investissement immobilier, c'est-à-dire que elle va voir le notaire, elle va voir le banquier, elle va voir votre serviteur comme conseiller. Elle découvre simplement ce nouveau monde et se rend compte qu'en fait, c'est tout à fait à sa portée. Donc, elle a envie de continuer et d'en faire d'autres à l'avenir. Et surtout, alors là, moi, c'est mon chouchou, c'est elle découvre l'efficacité, l'impact, la puissance de son tableau d'amortissement. C'est donc le tableau sur lequel vous avez le détail de chaque mensualité par échéance. C'est là que vous avez dans votre contrat de crédit le document qui fait en général entre 6 et 10 pages, juste avec des lignes de chiffres. La première colonne, c'est la date, et chaque date, c'est une nouvelle mensualité. Chaque mensualité vous montre le capital que vous remboursez et les intérêts que vous payez, et chaque ligne vous montre bien sûr le capital restant dû qui, mois après mois, tout seul, diminue, juste en mettant 70 € par mois sur la table, en s'assurant que son appartement est loué, et il y a des gens, des professionnels pour ça, que vous pouvez payer et défiscaliser puisque vous payez pour un placement, donc vous avez le droit de défiscaliser ces montants-là, et chaque mois, sans rien faire, son tableau d'amortissement fonctionne de lui-même, et donc lui permet d'augmenter son patrimoine mécaniquement chaque mois, sans que ce soit des flux de finances ce ne sont pas des sous, du cash qui tombent sur son compte, mais bien son patrimoine qui gonfle mécaniquement par le remboursement des loyers, qui sont donc ce qu'on appelle l'argent des autres. Donc voilà pour le topo ce soir sur l'approche que je donne sur l'immobilier. On pourrait passer 3 jours intégralement sur comment faire de l'investissement immobilier. Ce soir, je vous ai montré un cas qui était un des tout derniers cas qu'on a bâti. Ce matin, la personne qui a fait qui a manqué de peu son immeuble, on avait monté tout le projet, mais vous savez comment c'est l'immobilier en direct. Quelqu'un lui est passé sous le nez et lui a chippé le projet. Sinon, on aurait peut-être pu faire le cas d'un immeuble avec 40-45 000 € de travaux. Ça aurait pu être un cas intéressant à développer. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec vos finances personnelles cette année, les années à venir? Est-ce que l'immobilier est un placement que vous possédez? Oui, non ou à venir? Ce soir, je sais que certains d'entre vous en ont et connaissent les mécaniques. L'intérêt, c'est que je sais que la démonstration, notamment sur l'immobilier dans le neuf, dans la défiscalisation, c'est quelque chose qu'on maîtrise mal, qui est souvent en plus en général mal amené. Moi, c'est un outil que je possède et que, par exemple, à titre personnel, j'adore. Son défaut, c'est les 70 € qui nous restent, mais il existe des outils qu'on peut mettre en place en complément pour gommer ces 70 € et vous retrouver avec un projet qui s'autofinance. Grâce à quoi? Grâce à aujourd'hui les taux d'intérêt et la situation économique globale qui nous permet de faire ce genre de montage. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans les temps à venir? Comment vous allez positionner votre patrimoine et votre trésorerie et vos revenus? Alors, tout simplement, vous connaissez ma démarche. Vous savez que pour faire comme Andorra et d'autres personnes avant elle et d'autres après, la proposition, c'est de vous permettre de mettre en place votre propre stratégie, votre propre approche de l'investissement, donc votre cas particulier.
pour reprendre en main vos finances. Et à chaque fois, je le dis et je le répète, les investisseurs qui me font confiance récupèrent bien plus en cash flow et en patrimoine que le temps et l'argent qu'ils investissent en travaillant avec moi. Je répète aussi à chaque fois que tout le monde n'est pas fait pour s'entendre. Donc, il y a quand même quelques critères d'acceptation pour qu'on s'entende bien les uns les autres. En général, je travaille avec des personnes qui ont l'ambition d'atteindre leurs objectifs, mais qui sont également enseignables, ouverts. Je suis également ouvert à la critique et certains d'entre vous ce soir savent de quoi on parle, puisque on ne s'entend pas toujours tous sur les mêmes sujets, mais on est enseignable, on a des échanges constructifs. Et puis surtout, il faut que vous ayez l'ambition d'investir sur vous-même. Alors, pour la suite, pour investir sur vous-même, moi, ce que je vous propose tout simplement, et ceux qui sont présents, qui me connaissent, savent connaissent mon mode opératoire. Je vous propose tout simplement de remplir le rapide questionnaire qui est sur l'adresse suivante, investisseur-tortue.com/ppc. PPC, c'est le doux nom de formulaire pour premier pas confidentiel, puisque ça ne vous engage à rien d'avancer avec moi, vous avancez discrètement, il y a bien sûr votre nom pour que je vous connaisse, mais simplement remplissez ce document qui va me permettre, moi, de vous recontacter pour qu'on puisse passer ensemble 3 premiers rendez-vous d'analyse de votre situation. Donc, analyse, projection, quels sont vos projets? Et 3e rendez-vous, quelles recommandations je peux vous donner, voir est-ce qu'éventuellement on peut travailler ensemble, avancer et échanger en toute discrétion. J'appelle ça des échanges informels. Mais retenez que pour avancer, il faut que vous me montriez que vous avez envie d'investir sur vous-même, que vous avez envie d'avancer. Remplissez simplement ce questionnaire. Je vous enverrai l'adresse prochainement avec la vidéo du replay. Encore une fois, je reprécise, j'ai dû l'écrire récemment parce que quelqu'un m'avait posé la question. Ces 3 premiers échanges, puisque vous viendriez par moi par le fait du séminaire d'Internet, je les propose gratuitement puisqu'il s'agit de 3 heures pour nous ensemble. Moi, ce n'est pas un gros temps à passer avec vous, mais je peux déjà vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Et puis peut-être on avancera, et là, une entente sera mise en place. Et puis si on n'avance pas, eh bien déjà, vous avez une analyse de votre situation, et puis vous avez du grain à moudre pour vos projets à venir. Alors, on a fait le tour pour ce soir de ce que je voulais vous montrer comme un cas simple d'immobilier. Je sais qu'on est loin, très loin d'avoir fait le tour de la question de l'immobilier. Je voulais commencer ces réunions avec un cas réel. Donc là, vous avez cette jeune demoiselle qui fait un crédit sur 25 ans, qui utilise donc les loyers et la réduction fiscale pour acquérir un appartement qui, in fine, va lui coûter à peu près 86 euros par mois sur les 12 années à venir. Si son appartement se revalorise de 2% par an, elle est partie pour un billet d'à peu près 80 000 euros à récupérer. Voilà, faites un peu les prorata pour vous dans les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Qu'est-ce que vous pouvez tirer d'un projet de ce genre-là? Et puis maintenant, notamment parmi ceux qui sont ici, n'hésitez pas. On va avoir un moment d'échange de questions-réponses. On peut, de façon très ouverte, évoquer les autres formes d'immobilier que j'ai évoquées en début. Si ça vous intéresse, je peux vous parler des chiffres de l'immeuble que j'ai acquis justement donc en location nue, qui est plutôt dans les 12% de rentabilité et qui est financé sur une période beaucoup plus courte. Et je sais que parmi vous, il y a aussi des intéressés sur les SCPI. Alors pareil, les SCPI sont un placement que je chouchoute un peu. À titre personnel, encore une fois, c'est pas forcément un critère de jugement, de choix, mais à titre personnel, c'est un placement que je possède en bonne quantité et qui aujourd'hui est une très bonne alternative à l'immobilier en dur, puisqu'on appelle ça donc l'immobilier papier, mais on fera une conférence dédiée à ça, je pense, dans le début de l'année prochaine, où je vous présenterai un topo simple mais complet sur qu'est-ce qu'une SCPI, comment ça fonctionne et comment vous pouvez aussi avoir ce genre de placement dans votre patrimoine. Alors dites-moi ce soir, qui avec nous a envie de prendre la parole, qui a envie de s'exprimer ou de poser une question par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a évoqué. Je rouvre du coup la ligne du chat, sinon je suis obligé de réduire l'écran, sinon je ne vois pas. Et on va même dézoomer cette partie-là.
Tac. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez une remarque en particulier par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que, par exemple, Christian, toi qui connais bien notamment les CPI, aujourd'hui, tu regardes, tu peux apporter ton jugement sur des expériences d'immobilier que tu as eues dans l'ancien, dans le neuf? Thierry, Steven, Tardieu, je me souviens pas si on avait discuté ensemble ou pas d'immobilier. J'ai un doute. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà échangé ensemble. Euh, En tout cas, aujourd'hui, retenez que l'opportunité est, à mes yeux, historique, puisque c'est ce que disent les différents indicateurs, dans le sens où les taux sont très très bas, les prix de l'immobilier en conséquence, même s'ils ont grimpé au fil des dernières années, ne sont pas peut-être aussi élevés qu'ils l'ont été. En tout cas, s'ils ont corrigé, ils ont touché un espèce de plancher, on dirait. Les taux d'emprunt devraient repartir à la hausse à compter du mois prochain chez certaines banques, puisque depuis un an, depuis 3 ans, les taux bancaires n'arrêtent pas de baisser. Mais là, j'ai eu l'information cet après-midi, le crédit foncier commence à redresser ses barèmes. C'est la première hausse depuis des années chez eux, puisque les barèmes n'ont fait que baisser. Donc on a des taux d'emprunt historiquement bas. Et puis, on peut, donc avec le montage que vous avez vu là, acquérir de l'immobilier, notamment neuf, quasiment en autofinancement. On est presque en bénéfice foncier, ce qui n'est pas forcément qu'une bonne nouvelle, puisque qui dit bénéfice dit fiscalité. Donc, heureusement que ce genre de bien permet de défiscaliser quand même déjà un petit peu au passage, pour ceux qui ont bien compris la fiscalité des revenus fonciers. Et puis, que dire d'autre pour ce soir? Peut-être que pour une fois prochaine, vous seriez intéressé que je vous montre les tableaux que j'utilise pour le pilotage de la rentabilité d'un appartement ou d'un immeuble, dans le meublé, dans l'ancien, dans ce qu'on appelle les loueurs meublés non professionnels, les structures immobilières de service. Euh, voilà, je laisse la parole un peu plus ouverte à ceux qui auraient des remarques, quelles qu'elles soient, sur ce qu'on a évoqué. Sinon, on va drastiquement réduire la période des questions-réponses. Je sens que les participants ont le clavier qui est brûlant. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir parmi ceux qui sont encore présents? C'est tout OK pour toi, OK? Ça marche, Thierry. Merci. Thierry, notamment toi, je sais que tu connais les SCPI. Aujourd'hui, par rapport au cas de la jeune fille que je viens de vous présenter, la question était peut-être éventuellement de l'emmener sur les SCPI, justement. Et c'est un choix qui ne s'est pas porté, puisque sa fiscalité, donc notamment sa TMI, faisait qu'elle allait être lourdement fiscalisée. Mais il y a un cas qu'on n'a pas évoqué et qui sera également évoqué dans un échange, dans une conférence en ligne, mais qui concernera celle-là, les placements financiers. Sachez qu'aujourd'hui, les parts de SCPI peuvent être logées au sein d'un contrat d'assurance vie. Donc, je ne vais pas revenir sur le détail de ce montage, mais en termes de fiscalité, c'est bougrement efficace. Alors, Christian nous dit quelque chose de très intéressant, mais qui me fait tiquer l'œil parce que je vois marqué franc au milieu. Si on est prêt à investir dans l'ancien et à tout gérer soi-même, les rentabilités peuvent être très intéressantes. Oui, exemple, 300 francs par mois pendant environ 20 ans égale 10 000 euros, 100 000 euros à la revente avec des taux de prêt de 10%. Oui, parce que du coup, Christian, merci de le rappeler ici, les taux d'emprunt n'ont pas toujours été à ras les pâquerettes entre 1 et 2%. On a connu des taux il y a 20 ans qui étaient plutôt dans les 10, 11, 12%. Donc, aujourd'hui, l'ancien, c'est vrai que bah, si on est prêt à gérer, donc c'est quoi la différence? Si on est prêt à faire plus d'efforts, bah, qui dit plus d'efforts dit bah, pas faire d'efforts supplémentaires pour des clopinettes. On fait des efforts supplémentaires pour aller chercher une rentabilité supplémentaire. Donc tout de suite, ça permet de comprendre que quand vous faites de l'ancien et que vous êtes fortement fiscalisé, calculez le coût en amont par rapport à vos revenus fonciers, surtout si vous êtes déjà fortement fiscalisé. Pourquoi? Bah, parce que tous les efforts que vous allez faire pour trouver un bien, négocier un bien,
l'obtenir, aller chercher un financement, finaliser l'opération, pourquoi pas faire quelques travaux, trouver les locataires, gérer la location et in fine gérer la revente, tout ça est très chronophage. Ça vous motive parce qu'il y a une rentabilité qui est supérieure. Mais j'ai encore quelqu'un qui est venu à moi ce week-end, donc c'est un cas encore très frais, parce que un superbe appartement en frontière suisse, bien loué, bien situé, qui prend de la valeur, mais dont justement les revenus sont fortement fiscalisés et se retrouve dans la situation où on n'est pas du tout en train de faire de l'autofinancement. Elle fait du patrimoine, mais les efforts qu'elle fait chaque mois sont désagréables elle s'est beaucoup occupée, mais à l'arrivée, la rentabilité finale, donc fiscalité incluse, n'est pas là. C'est un peu le défaut, je trouve, de tout ce qu'on présente en ce moment, notamment sur Internet ou les offres d'indépendance financière et autres. On dit c'est simple, il suffit de faire du cash flow positif. Oui, mais qui dit cash flow positif dit fiscalité. Et en plus, d'ailleurs, tous les cas qui sont présentés sont hors fiscalité. C'est pas pour tricher sur les chiffres, c'est simplement que comme la fiscalité dépend de chaque individu, on ne peut pas faire des présentations fiscalité incluse. C'est pour ça que moi, j'insiste lourdement sur ce chapitre-là, à savoir, regardez bien les chiffres bruts et incorporez-y la fiscalité. Des personnes comme Christian présent ce soir pourront vous confirmer que on peut gagner de l'argent avec le temps dans l'immobilier. En fait, l'immobilier, retenez qu'une chose, c'est du temps. On peut gagner de l'argent avec l'immobilier, mais l'impact de la fiscalité peut être confiscatoire. D'ailleurs, les mots sortent en même temps, puisque tu nous précises que les premiers investissements sont souvent intéressants, mais quand on avance dans le temps, donc quand on accumule et quand on commence à avoir des jolies recettes, la fiscalité devient effectivement confiscatoire. C'est le problème de la France, c'est le problème de la fiscalité des revenus fonciers. Mais j'aime bien rappeler, entre parenthèses, que si vous regardez la fiche de paye d'un salaire, en général, vous voyez un montant, je vais dire quelque chose, une bêtise, mais faire un compte simple, vous êtes peut-être, en fait, vous coûtez 1 500 euros, et encore ce sera plus, mais vous coûtez 1 500 euros à votre employeur, lui, en fait, il paye 1 500 euros, mais vous n'en touchez que 1000, à peu près. Il y a 30% qui vont s'envoler pour toutes vos cotisations. Et encore, en plus, votre employeur, lui, paye 1 500 pour vous et le fisc, et il en reste encore un petit bout derrière à payer. Mais le salaire, le revenu du travail est déjà fiscalisé de façon importante. Donc, n'allez pas croire que les revenus fonciers ne sont pas fiscalisés et que le simple fait de faire du cash flow va vous mettre à l'abri. Non, au contraire, plus vous ferez du cash flow, plus ça vous coûtera cher et plus il faudra mettre en place des solutions. Alors, vous pouvez commencer par de l'immobilier ancien, faire de la rentabilité. Il y a un moment, il faudra trouver une solution, utiliser le montage de sociétés civiles, donc les fameuses SCI. Il faudra utiliser l'immobilier de défiscalisation. Il faudra utiliser différents montages. Après, il y a aussi ceux qui se marient et qui ont des enfants. Ça fait un bel impact aussi sur la fiscalité. Mais l'immobilier, superbe vecteur de constitution de patrimoine, voire même de revenus complémentaires. Opportunité historique, taux historiquement bas, donc des capacités d'endettement assez simples à mettre en place. Allez chercher du financement. C'est un levier quand vous le pouvez, c'est un levier que je vous invite fortement à utiliser. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des astuces pour aller chercher du financement, non pas auprès de la banque, mais auprès de certains placements que vous possédez vous-même. Donc là, ceux qui sont curieux de ce que je viens de dire, c'est déjà un ingrédient simple pour vous confirmer qu'il faut que vous me donniez quelques informations dans le questionnaire PPC, le premier pas confidentiel, pour qu'on discute de tout ça, parce que j'ai une cliente actuellement qui ne peut pas obtenir de financement, mais c'est une cliente qui a beaucoup de patrimoine. Et donc, on lui a fait le montage, et là, elle est en train d'acquérir sa résidence principale pour plus de 300 000 euros, sans passer par la case bancaire. Voilà, possible quand vous avez du patrimoine, c'est une approche. Mais donc, opportunité historique avec les taux particulièrement bas, et toujours le bémol de la fiscalité. Attention à l'impact final de votre fiscalité. Donc tout ça, c'est un ensemble. En face de tout cet ensemble, vous allez mettre vos possibilités, c'est-à-dire vos capacités
intellectuelle, de compréhension. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par le montage immobilier. Vos possibilités en termes de temps, parce que trouver un appartement, le négocier, c'est du temps. Et puis, vos possibilités en termes de patrimoine et surtout de vos projets. Il faut que tout ça corresponde à vos objectifs. Définissez clairement vos objectifs et je peux vous y aider dans le cadre de ces premiers appels ensemble, premiers appels informels, tout simplement pour voir où vous en êtes et où vous voulez aller. Et puis, sinon, l'immobilier, je pense ce soir, on en a fait un premier tour. Vous savez qu'il reste les placements financiers, tout ce qui va concerner le trading, les livrets, les assurances vie et autres. Il y en a toute une collection. Donc ce soir, je pense qu'on a fait un premier dégrossissage simple, mais qui, notamment avec les simples retours des 2 dernières semaines, correspondent à un nombre de questions qu'on m'a posées. Et même une question simple mérite d'être posée puisque derrière, c'est vous qui payez. Et faire une erreur sur un livret A, en général, c'est pas trop problématique. Faire une erreur sur un appartement qui vous engage pour 20 ans normalement, avec un crédit, c'est tout de suite plus embêtant. Donc, faites-vous bien accompagner. Je peux être une personne qui peut vous aider dans ces démarches-là, mais surtout, vous retenez-le. Soyez accompagné par les bonnes personnes. Réfléchissez bien vos projets et dites-vous qu'en ce moment, la fenêtre de tir, elle est là. Il faut utiliser le levier du financement et s'intéresser à l'immobilier pour le développement de votre patrimoine et de vos revenus. Voilà. Je pense que pour ce soir, on a fait un premier tour avec un cas réel absolument concret. Pour une prochaine fois, je prends toutes vos remarques ou vos propositions de projets, voire même on peut étudier le projet d'une personne si vous le souhaitez, si vous êtes prêt à donner le détail de vos chiffres, dans le but que ce soit utile aux personnes qui participent ou qui regardent les conférences qu'on est en train de faire, comme celle de ce soir. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Coucou à ceux qui sont en train de finir de regarder le replay. Pensez à remplir le questionnaire sur investisseur-tortue.com/ppc. Je vous enverrai le lien. N'hésitez pas à entrer en relation, n'hésitez pas à vous poser des questions et à avancer dans vos projets. C'est à nous de créer nos retraites, c'est à nous de créer notre avenir financier. Ne comptons pas sur les gouvernements pour le faire. Ne comptons pas trop sur les autres. En général, les autres, je préfère compter avec eux, notamment mes locataires. C'est beaucoup plus agréable dans ce sens-là. Et rapprochez-vous de vos objectifs et de ce qu'on appelle donc la vie idéale, la vie idéale de chacun, quelle que soit la vôtre. Vous en avez une. Approchez-vous-en autant que possible. Merci de votre confiance, merci de votre curiosité. Je vous dis à très bientôt. Et puis, la prochaine séance, on sera en début février et on refera un point très certainement sur le trading. Et entre-temps, je vous raconterai quel est le projet que je mets en place et qui est la réalisation, encore une fois, de la récupération des plus-values de certains de mes placements, notamment immobiliers, que je vais transformer en challenge de vie réelle et je vous partagerai l'information parce que je sais que ça va en faire sourire 2-3 qui sont passionnés par le sujet. Mais j'en dis pas plus, j'ajouterai une photo aux 2 photos de la présentation du PowerPoint. Excellente soirée à vous, merci encore de votre présence, bonne soirée à ceux qui nous regardent en replay et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.